Bonsoir à vous toutes et tous. Merci Michel de cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui en tant que directeur ou doyen de la faculté de médecine, mais selon la nouvelle loi de l'enseignement supérieur, c'est directeur. Donc j'en profite pour cette inauguration à Brest de ce groupe d'études de prévention du suicide, dont effectivement créé en 1969. Si je m'abuse, donc on est bien dans le 50e anniversaire de ce groupe d'études. Voilà, bien sûr, travaille sur un sujet complexe, qui est la prévention du suicide, avec ses dimensions éducatives, médicales et environnementales. C'est un domaine aussi qui a, au cours des siècles, passé entre les mains des philosophes, des théologiens, des médecins, des sociologues, des artistes. Un sujet aussi qui a changé de nature au cours des siècles. C'est d'abord été une question de morale et de philosophie, puis après c'est devenu une question phénoménologique, avec donc la focalisation sur le comprendre et expliquer donc ces multiples facteurs déterminants, facteurs de risque, facteurs de vulnérabilité, facteurs précipitants, facteurs de protection, facteurs stresseurs. Donc effectivement, le côté plutôt du comprendre. Et bien sûr, c'est une approche beaucoup plus productive. Bien sûr, c'est pas la peine de le redire. C'est un fléau de santé publique mondiale et pour lesquelles différentes approches préventives ont succédé. Et lorsque j'ai essayé de regarder un petit peu, parce que je ne suis pas dans mon domaine et là je marche sur des œufs, je connais mieux le globule rouge que le suicide, donc je me suis dit mais quel pouvait être le lien entre ces différentes approches préventives et successives qui ont été utilisées. Et ça n'engage que moi, donc vous me direz peut-être tout à l'heure, lorsqu'on échangera, ce que vous en pensez, c'est que je pense qu'il y a peut-être la connexion sur tous ces états et toutes ces formes qui créent un lien directeur des approches préventives, donc la connexion synaptique, la connexion digitale maintenant, la connexion sociale. Donc j'ai l'impression que c'est un terme, le chapeau qui a été, donc c'est la connexion dans tous ces états et toutes ces formes. Alors bien sûr, dans l'organisation des systèmes de soins, on a respecté ce côté de connexion, et donc les systèmes de soins ont été centrés sur le besoin de garder le contact, d'assurer un suivi notamment pour les personnes les plus vulnérables. Mais néanmoins, et Dieu sait si j'aime bien la clinique, et si je défends la clinique, y compris en formation, c'est que je pense que dans le domaine de la prévention du suicide, je pense que les habilités cliniques ont montré leurs limites et ne suffisent pas à prédire un risque suicidaire, du moins je crois, et que c'est un sujet donné, et à un moment donné, c'est difficile par même le bon sens clinique de définir donc un risque suicidaire. C'est pour ça qu'a été relayé de nouveaux outils d'évaluation du risque suicidaire, avec donc bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure Michel, donc le monitoring à distance, en temps réel des patients pour essayer effectivement d'avoir un lien permanent, un contact permanent avec le risque suicidaire, et donc essayer bien sûr d'agir en fonction, parce que bien sûr tout le sujet est bien sûr la prévention. Voilà, il y a aussi, je crois, d'après mes lectures, des recherches en neurosciences qui ont essayé de trouver des biomarqueurs pour la détection et la prise en charge des patients à risque, sérotonine, TEP scan, etc. Voilà. Et puis aussi, il y a eu aussi, il ne faut pas négliger, mais je ne sais pas si au niveau individuel, il y a eu un impact, la définition des facteurs de risque épidémiologiques, statut occupationnel, niveau de qualification, classe d'âge. Je pense qu'au niveau individuel, peut-être ça a eu moins d'impact. Voilà. En dépit des enjeux médicaux, d'organisation technologique et éthique, je voudrais dire, et je suis quand même, je dirais, assez content de pouvoir le redire, que les contacts humains, je crois, demeure une richesse essentielle à notre survie. Enfin, malgré toute la technologie développante et les nouvelles technologies de la santé, Dieu merci, les contacts humains restent essentiels à notre survie et sont, je crois, et restent à la base de la prise en charge des patients en risque suicidaire. Bien sûr, je n'ai pas été insensible, et j'ai été interpellé par les thèmes que vous abordez lors de votre congrès du GEPS à Brest sur le souci de l'autre dans la prévention du suicide. Et bien sûr, la question qui m'a interpellé tout de suite, peut-on se former au souci de l'autre? Bien sûr, c'est un vrai sujet qu'on partage.
avec la formation médicale initiale. Donc effectivement, on ne peut pas rester insensible à cette question empathie et apprentissage de la médecine. Voilà, c'est un sujet pour nous majeur, et Mathieu le sait qu'on veut, je veux garder au niveau des facultés de médecine et de la faculté de médecine de Brest un sens très particulier donc, sur la formation dans les humanités médicales. Et nous, aujourd'hui, on a trouvé le modèle de la simulation pour essayer d'apprendre à nos médecins de demain le développement de compétences, d'écoute médicale active et attentive, les compétences au niveau de la congruence, du respect de l'autre, de la neutralité bienveillante, de l'authenticité. Vous retrouvez là les principes de Karl Rogers sur ces différentes compétences. J'ai appris récemment, j'en étais pas convaincu avant, que peut-être que la compétence empathique n'est pas innée, mais peut s'apprendre. Voilà, vaste débat. En tous les cas, on essaye là que nos jeunes étudiants apprennent à la pensée empathique, dont le but, je crois, est de développer notre habilité à se mettre en relation avec l'autre. Ceci afin de le comprendre, de l'accompagner dans le soin de façon congruente. J'insiste sur le mot de congruence, qui est un élément important, je crois, de notre relation médecin-malade, et la capacité de s'adapter à chaque individu et à chaque contexte. Quel est le but de tout ça ? Je crois que le but, c'est de faire de l'alliance. Si vraiment on développe la compétence relationnelle dans le système donc soignant-soigné, c'est pour aller vers l'alliance thérapeutique. Et je crois que sans alliance thérapeutique, il n'y a pas de soins. Je voudrais terminer par une phrase qui m'a frappé de Montaigne, qui a dit que enseigner, ce n'est pas remplir un vase. Enseigner, c'est juste allumer un feu. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos enseignants de la faculté, les enseignants également de sciences humaines et sociales, essayer que nos étudiants, certes, ont des savoirs, mais aillent vers la réflexivité et que nos enseignants soient capables d'allumer en permanence un feu sur nos étudiants pour qu'ils aient vraiment, pendant toute leur vie professionnelle, un souci au quotidien de l'autre. C'est évidemment un sujet que nous partageons, former au souci de l'autre. Merci à vous et bon congrès.